Alors aujourd'hui, la vidéo, elle va parler de froid. Et vu que ça parle de froid, je vais vous parler de ce qu'on entend régulièrement les hivers, à savoir du plan grand froid. Est-ce que vous avez déjà percuté que c'était une contrepétrie? Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à ces bidons et pour ce faire, on va le faire en deux vidéos. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne l'effet Peltier. Et dans une prochaine vidéo, on va voir comment marche le refroidissement au laser. Bon déjà, pour commencer, sur cette chaîne, on a déjà vu comment faire du froid, soit avec une climatisation ou même avec un frigo. Mais dans ma glacière électrique, il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas d'évaporateur, il n'y a pas de condenseur. Alors comment on fait du froid? Il doit bien y avoir un autre moyen. Et bien cet autre moyen, c'est ce qu'on appelle l'effet Peltier. Mais avant d'expliquer ce qu'est l'effet Peltier, on va déjà s'attarder sur ce qu'est l'effet Seebeck. Car au final, ces deux effets sont liés. C'est ce qu'on appelle des effets thermoélectriques. Et bien l'effet Seebeck a été découvert par Thomas Johann Seebeck en 1823. Et si vous êtes abonné à cette chaîne depuis longtemps, l'effet Seebeck, on l'a déjà vu. On l'a vu dans la vidéo où j'expliquais comment fonctionnait un thermocouple. Dans cette vidéo, je rentrais vraiment dans le détail. Je vais donc reprendre les bases de l'effet Seebeck sur cette vidéo, mais si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller voir celle-ci. La première chose à savoir, c'est ce qu'on appelle l'agitation thermique. Eh bien, l'agitation thermique, qu'est-ce que c'est? C'est l'agitation des atomes et des particules qu'ils constituent. Et donc, les électrons du cortège électronique, eux aussi, sont en agitation thermique. Donc, ça veut dire que plus tu les chauffes, plus ils gigotent. Ouais, comme ton ex en fait. Ouais, enfin, sauf qu'elle gigotait pas qu'avec moi, mais c'est pas le sujet. Je suis choqué. Là, Et je disais, donc si tu prenais une flamme par exemple et que tu chauffais un matériau, les électrons vont commencer à se mettre à bouger et cette agitation thermique va faire chauffer le métal. On sait qu'un métal conducteur va facilement libérer ce qu'on appelle des électrons libres. Et donc si on prend une plaque de métal conducteur, prenons du cuivre par exemple, et que cette plaque, je la chauffe d'un côté, les électrons libres vont donc commencer à vibrer dû à l'agitation thermique. Ça vibre, ça vibre, ça vibre, et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un déplacement d'électrons, c'est-à-dire que les électrons vibrent plus d'un côté que de l'autre, donc les électrons libres vont partir vers le côté froid de la plaque. Il y a un déplacement d'électrons du côté chaud vers le côté froid. Donc dans cette situation, on a du côté froid un amas d'électrons, et du côté chaud, un manque d'électrons. On a déjà vu par le passé que les atomes des matériaux conducteurs sont différents. Bah oui, le cuivre c'est du cuivre et puis le fer c'est du fer par exemple. sans déconner. Mais on a aussi vu que chaque élément n'a pas le même nombre d'électrons libres. Donc si je prends une plaque d'un autre élément que le cuivre et que je le mets à chauffer, je vais avoir le même principe. Les électrons vont partir du chaud vers le froid. Il va y avoir donc un amas d'électrons, mais un nombre différent de la plaque de cuivre. On va donc souder deux fils de matériaux conducteurs différents. Disons du cuivre et du constantan. De toute façon, si elle n'est pas constantan, tu peux pas la ken. Mais non, abruti, le constantan c'est un alliage de cuivre et de nickel. Cette soudure qu'on vient de créer, on va la chauffer. Et on a dit que les électrons libres faisaient quoi? Et qui filaient vers le côté froid. Mais on a aussi dit que le nombre d'électrons libres était différent suivant le type de matériau. On n'a donc pas le même nombre d'électrons sur le côté froid, que ce soit du côté cuivre ou du côté constantan. Qui dit pas le même nombre d'électrons, dit pas le même potentiel. On a donc ce qu'on appelle une différence de potentiel, plus communément appelée une tension électrique. Et bien c'est ça l'effet Seebeck. C'est la création d'une tension dans ce qu'on appelle la soudure froide, lorsqu'on chauffe ce qu'on appelle la soudure chaude, là où on a relié les deux matériaux différents. Et là normalement vous devez me dire, ok très bien, mais on crée pas de froid pour l'instant. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai introduit le fait qu'on allait voir l'effet inverse à l'effet Seebeck, à savoir l'effet Peltier. Cet effet a été découvert en 1834 par Jean-Charles Athanas Peltier. Pas mal, non? C'est français. Et là il se dit, mais il y a 10 ans là, Seebeck, il a trouvé un effet là. Si je faisais l'inverse et que j'appliquais un courant électrique à deux matériaux différents... pas con Jean-Pierre non, c'est Jean-Charles. Bien évidemment, ce que je viens de raconter, c'est pour la vanne, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, il a découvert son effet quand il étudiait les météores. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, je mets sa biographie en barre de description. Et donc, c'est quoi l'effet Peltier? Eh bien, l'effet Peltier est lié au transport d'entropie par les porteurs de charge, électrons au trou, au sein des matériaux. Eh, mais tu lis Wikipédia, là? Non. Ah ouais. Eh bien ça veut dire quoi ce que tu viens de dire alors? Ok, je disais Wikipédia. Je vais donc vous expliquer ça un peu plus simplement. La première chose à savoir, c'est que si on applique une tension continue à deux éléments conducteurs reliés par une soudure, il va y avoir au niveau de la soudure soit une émission de chaleur, soit un refroidissement, et ça sera lié au sens du courant. Si le sens du courant va dans un sens, ça va faire de la chaleur. Si le sens du courant va dans l'autre, ça va faire du froid. Mais bien sûr, c'est très simple dit comme ça. On va donc approfondir un petit peu et on va devoir regarder, comme souvent, la physique quantique. D'accord, faisons comme ça. Déjà, on va revenir sur un modèle d'atome qui est cher à mon cœur. Vous savez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Il s'agit du modèle de Bohr. Pour ceux qui arrivent là pour la première fois, je vais réexpliquer succinctement ce que c'est l'atome de Bohr. Déjà, je le dis tout le temps, ce modèle est une modélisation. C'est pas la réalité véritable. Peut-être qu'un jour, je rentrerai un peu plus dans le détail.
mais ça sert à rien pour cette vidéo. Donc pas de spin de l'électron, etc. On va rester sur des couches énergétiques. Je vous explique ça. Bon, déjà dans le modèle de bord, notre atome a un noyau, comme dans les autres modèles. Le noyau est composé de protons et de neutrons. Ça change pas. La seule chose qui va changer, c'est le cortège électronique. En fait, le cortège électronique, il va être rangé par niveau d'énergie. Chaque niveau d'énergie est bien sûr différent. C'est quantifié. Et donc nos électrons, ils sont sur leur couche électronique et chaque électron sur sa couche a l'énergie de sa couche électronique. Donc tous les électrons n'ont pas la même énergie. Ils ont une énergie plus ou moins importante en fonction de la couche où ils se trouvent. Et là, normalement, ça va. C'est la vie de tous les jours, là. On dit que l'atome est dans son état fondamental. Sauf que si on fournit de l'énergie à un des électrons, une énergie strictement égale entre celle de la couche où il se trouve et celle qui est supérieure à lui, et bien dans ce cas-là, que fait notre électron ? Il va passer de sa couche à la couche électronique supérieure. Dans ce cas-là, on dit que l'atome est dans un état excité. Et j'ai envie de baiser. Et bien sûr, chaque atome a un nombre d'électrons différent, donc potentiellement, en fonction des atomes, ils vont pas avoir tous le même nombre de couches électroniques. Si ce que je viens de vous dire, c'est ok pour vous, normalement, vous allez comprendre le fonctionnement de l'effet Peltier. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Reprenons notre histoire d'agitation thermique qu'on a vue en début de vidéo. On a dit que plus on chauffe, plus les électrons s'agitent. Et que plus les électrons s'agitent, plus le matériau chauffe. Mais la chaleur, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'énergie thermique. On apporte donc de l'énergie à nos électrons. Et bien sûr, plus on chauffe, plus on fournit de l'énergie. Et donc potentiellement, si on arrive dans les conditions qu'on a dites tout à l'heure, eh bien les électrons vont pouvoir passer de leur couche à une couche supérieure, voire même plusieurs au-dessus. Ça va dépendre de l'énergie qu'on va fournir. Donc, de la chaleur. Sauf que l'état excité d'un atome, il le tient pas longtemps. Il va vouloir revenir dans son équilibre. Il va vouloir se désexciter. Donc l'électron, une fois qu'il est arrivé sur une des couches supérieures, il va vouloir revenir à sa couche initiale. Et donc dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien nos électrons, ils vont faire des sortes de rebonds. Ils vont être sur leur couche fondamentale, ils vont monter à une couche supérieure en fonction de l'énergie thermique, puis après ils vont revenir à leur état fondamental, mais sauf qu'on continue à chauffer, donc ils vont remonter, et donc ils vont faire comme des bonds. On a dit tout à l'heure qu'en fonction des éléments, ils pouvaient ne pas avoir le même nombre de couches électroniques. Donc prenons un premier élément. Cet élément est un élément fictif, c'est pour comprendre comment ça va marcher. Imaginons qu'il a 8 couches électroniques et que les électrons présents sur la couche 5 vont monter jusqu'à la couche 8 grâce à l'énergie thermique apportée. Il va donc y avoir des rebonds entre ces couches, entre 5 et 8. Maintenant prenons un deuxième élément qui lui va posséder 9 couches électroniques. On va mettre cet élément à la même température que celui d'avant. On va donc lui fournir la même énergie thermique. Sauf que pour cet élément, l'énergie thermique récupérée va faire passer les électrons de la couche 7 à la couche 9. Car je rappelle que chaque couche a un niveau d'énergie différent. Donc le step de 7 à 9 que font nos électrons du deuxième élément correspond à un niveau d'énergie égal au step des électrons de l'autre élément qui faisait des bonds de 5 à 8. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une jonction entre les deux éléments. On va les souder ensemble. Et bien sûr en plus, on va créer un courant électrique. On va déplacer les électrons du premier élément vers le deuxième élément par exemple. Donc nos électrons du premier élément là qui faisaient des jumps de 5 à 8 là, ils vont arriver sur le deuxième élément. Et on va considérer qu'ils atterrissent sur la couche 7. Sauf qu'ils ont une énergie que pour aller jusqu'à la couche 8. Ils vont donc faire que des bonds de 7 à 8. Ils vont donc faire des plus petits bonds d'énergie. Les électrons faisant des plus petits bonds, vibrant moins, il crée donc moins de chaleur. Ça refroidit donc. Donc si le courant passe du matériau 1 vers le matériau 2, il va y avoir une création de froid au niveau de la soudure. Et donc bien sûr à l'inverse, si le courant va du matériau 2 vers le matériau 1, il va y avoir une augmentation de température au niveau de la soudure. Ceci étant dit, les modules à effet Peltier que nous allons avoir dans notre glacière ou même sur nos microprocesseurs pour les refroidir ne fonctionnent pas avec deux métaux soudés comme on aurait dans un thermocouple avec l'effet Seebeck. On va utiliser ce qu'on appelle des semi-conducteurs. Le principe que je vous ai présenté tout à l'heure reste le même, c'est juste qu'on va avoir un assemblage de semi-conducteurs. Il va y en avoir un qui va être dopé négativement, qui va avoir donc un surplus d'électrons, on va l'appeler N, et ensuite on va mettre un qui va être dopé positivement, qui est en manque d'électrons. Le manque d'électrons, on appelle ça des trous, et lui on va l'appeler P. Et donc à chaque fois qu'on va coller un P avec un N, on va avoir ce qu'on appelle une jonction PN. Et inversement, si on colle un N avec un P, on va avoir une jonction NP. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur les semi-conducteurs, je vous mets ma vidéo explicative des diodes juste ici. Ça va l'autopromo là depuis tout à l'heure ? Ouais, ça va, là je viens de changer de décor, il faut que je fasse des vues pour pouvoir rembourser tout ça. Et donc là, on va voir notre montage avec différentes jonctions. On va d'abord avoir une jonction NP, puis PN, puis NP, puis PN, puis NP, etc., etc. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assimiler la jonction PN ou NP à la soudure qu'on a vue tout à l'heure. Quand le courant va passer la jonction PN, la température va augmenter. Et bien sûr, inversement, quand le courant va passer une jonction NP, la température va diminuer. Là, vous allez me dire, mais ce montage, il sert à rien, puisque un coup on a chaud, un coup on a froid, un coup on a chaud, un coup on a froid. Ça va faire une température homogène. J'ai envie de vous dire oui, parce que là, le montage est en série. Mais si on fait un assemblage un peu logique,
on va pouvoir séparer le tout. Je vous montre. On va se retrouver avec les jonctions PN d'un côté et les jonctions NP de l'autre. Donc on va bien avoir le chaud d'un côté et le froid de l'autre. Tu mets la partie froide du côté du compartiment de ta glacière et la partie chaude sur le haut de la glacière pour pouvoir l'évacuer et tu refroidis grâce à l'effet Peltier. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette explication vous a plu. Si c'est le cas, le petit like qui va bien, n'hésitez pas à vous abonner et la cloche si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos. Si vous voulez choisir le prochain sujet ou même discuter de cette vidéo, les commentaires sont là pour ça. C'était Obi-Wan qui vous dit que la science soit avec vous. Il commence déjà à tomber. Non, je ne crois pas. Et la météo ne l'a pas prévu. Si. Il pleut déjà.